Donc j'accueille Magali Coldefy et Philippe Maugiron qui vont présenter ensemble leurs travaux sur l'implication des usagers et le partenariat au cœur de la transformation des systèmes de santé mentale. Tout un programme. Vous avez une quarantaine de minutes. Oui, merci. Donc bonjour à tous et merci à Santé Mentale France et au comité d'organisation de nous avoir invités à présenter le contenu de ce rapport. Donc on a, on va dire, co-travaillé avec Philippe Maugiron qui m'accompagne ici. On a décidé que je présenterai la plupart des résultats et Philippe complétera ou précisera ou corrigera des erreurs que j'aurais pu faire. Donc pour vous présenter un peu le contexte de cette étude, c'est une mission que nous a confiée le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, qui, suite à un avis qu'il avait rendu en 2018 sur la stratégie de transformation de notre système de santé, faisait le constat que le modèle de santé français, orienté vers une approche curative et individuelle de la santé, ne parvenait pas à se transformer pour répondre aux nouveaux besoins de la population qui résultent de la transition démographique et épidémiologique. Et du coup, le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie proposait une réforme systémique s'appuyant sur les services attendus par la population. Et donc, le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie nous a demandé de contribuer à leur réflexion sur le contenu à donner à une approche du système de santé qui serait centrée sur les services attendus par la population en santé mentale. Pour le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, l'inclusion réelle des usagers au processus de prévention et de soins est non seulement une exigence pour répondre à leurs attentes et besoins, mais également une condition indispensable de l'amélioration de la pertinence des recours et de la qualité de notre système de santé. Alors pour réaliser ce travail, on a déjà essayé de s'appliquer ce caractère co-construit, justement en s'entourant de personnes concernées, et en réalisant à la fois une revue de la littérature, mais aussi plus d'une trentaine d'entretiens et d'auditions, en privilégiant la parole des personnes concernées, et c'est plus des 2/3 des auditions et entretiens réalisés qui ont été faits avec des personnes concernées, puis une partie des proches, puis quelques professionnels ou décideurs. Donc, on va dire qu'au niveau international, on observe, que ce soit de la part de l'Organisation mondiale de la santé ou dans différents plans de réforme des systèmes de santé, on va dire notamment dans les pays anglo-saxons, un appel à une plus grande implication, participation des personnes à leur santé et à leurs soins, et à l'idée de développer en effet des systèmes de santé centrés sur les besoins des personnes, impliquant davantage les personnes, leur donnant du pouvoir et leur demandant de jouer un rôle plus actif dans leur propre santé. Et ces réflexions, elles amènent à changer de cible du système de santé, avec un objectif initialement de soins, de passer à un objectif de soutien à l'autonomie et à la qualité de vie des personnes. Alors, ce constat international est que les systèmes de santé donc, ne répondent que partiellement aux besoins et préférences des personnes, notamment les personnes vivant avec une maladie chronique ou un trouble psychique. Ça s'explique du fait qu'il y a une population qui vieillit, des pathologies qui se chronicisent, et la reconnaissance que ce sont finalement les personnes concernées et leurs proches qui passent le plus de temps à gérer leur maladie, à répondre à leurs besoins. Et finalement, leurs interactions avec le système de santé, c'est peut-être moins de 5%, voire 1% de leur gestion de leur maladie au quotidien. Et donc, ce seront les personnes concernées et leurs proches qui vont le plus participer aux choix concernant les comportements favorables à la santé et la gestion de leur maladie. Ce constat de systèmes qui répondent de manière insatisfaisante aux besoins des personnes, il s'observe aussi via des taux d'inobservance qui augmentent, avec un pourcentage très important des personnes qui ne respectent pas leur prescription, notamment du fait d'une incompréhension du besoin, de difficultés à changer, d'effets secondaires trop lourds, qui font que les personnes, si elles ne sont pas suffisamment informées ou ne comprennent pas les intérêts ou bénéfices du traitement, ne vont pas observer ces traitements. On observe aussi une démocratisation de l'accès à l'information, notamment via Internet et d'autres, ce qui fait que les personnes ont de plus en plus le souhait d'être auteurs et acteurs de leurs décisions, et notamment des décisions concernant leur santé. Dans la littérature sur les attendus de l'implication des usagers et du partenariat en santé, donc pas spécifiquement en santé mentale, mais qui s'applique aussi à la santé mentale, c'est à la fois de meilleures connaissances sur la santé, l'amélioration de la littératie en santé, la meilleure prévention des troubles, un meilleur accès aux soins, de meilleurs résultats sanitaires et cliniques, des meilleurs soins auto-administrés, une meilleure gestion de sa maladie et une implication des personnes dans leurs soins. C'est aussi une plus grande satisfaction des personnes concernant les soins reçus,
davantage de satisfaction professionnelle des intervenants en santé, une meilleure efficacité des services et une réduction globale des coûts. Alors, je vous ai repris ici un modèle qui commence à être connu, qui est le modèle de Montréal, sur le partenariat patient qui est développé notamment au Québec, où on voit comment on a une évolution des approches en santé, avec une approche dont on a parlé ce matin, plus paternaliste du modèle de soins depuis les années 50, avec l'idée que c'est le professionnel de santé qui dispose d'un savoir et qui va l'appliquer à un bénéficiaire passif de ces soins, à une évolution alors qui s'est faite dans les années 90 au Québec, mais j'ai envie de dire plus récemment en France, sur l'approche qu'on a appelée centrée sur le patient, où finalement il s'agissait de prendre en compte les besoins et préférences des personnes, mais sans réellement l'impliquer dans la dynamique de soins, avec l'idée que voilà, si la personne est au centre, elle n'est pas partenaire avec les autres professionnels, mais elle peut être encore exclue du dispositif. À une approche plus partenariale des soins, où la personne, elle est au même titre que les autres professionnels, au même titre que les proches, dans le cercle, et que chacun a sa posture et sa place dans ce réseau de soins. Alors, lorsqu'on essaye d'appliquer ces approches population centrée, partenariale en santé au champ de la santé mentale, on va se heurter d'abord à la stigmatisation des troubles psychiques qui va être au cœur des enjeux de l'implication et du partenariat en santé mentale. Parce que la stigmatisation des troubles psychiques, elle va jouer à la fois sur une mise en doute plus fréquente des capacités des personnes à prendre des décisions et des bonnes décisions autonomes, à faire les bons choix concernant leur santé, et elle va aussi amener une auto-stigmatisation. Alors, il nous a paru important avec Philippe de vous partager une grande partie des verbatims qu'on a pu recueillir dans le cadre de ce travail. Donc, vous verrez que notre présentation, elle est pas mal étayée d'extraits de texte, que je ne dirai pas en totalité, mais que je vous laisse consulter. Par exemple, là, une personne concernée nous disait « En tout cas, il faut lutter, je ne sais de quelle manière, contre la stigmatisation qui entoure toute cette pathologie. Il n'y a qu'à voir la différence avec les autres pathologies. On a très peu de visites quand on est en asile, dans les unités psychiatriques, alors que si on a des problèmes cardiaques, neurologiques ou je ne sais pas quoi, là, bizarrement, il y a plus de facilité aux gens, aux proches, d'aller rendre visite à quelqu'un dans une unité de somatologie plutôt que dans une unité psychiatrique. Cela montre grandement le problème lié à la stigmatisation qu'on a en France sur les troubles psychiques. Le problème, c'est qualifié de bipolaire, reconnu comme tel, c'est une étiquette qui nous suit, c'est le fameux sparadrap du capitaine Haddock. La stigmatisation des troubles psychiques, elle va aussi jouer sur l'accès aux soins, le retard au diagnostic et les chances de rétablissement. Quand j'étais enfant et que je faisais une connerie, on me disait « si tu n'es pas sage, on va t'envoyer à Saint-Égrève ». Et à Paris, on disait « on va t'envoyer à Sainte-Anne ». Évidemment que vous n'allez pas y aller spontanément à Sainte-Anne. C'est terrible parce que nous n'avons jamais cela avec un cardiologue. Vous n'avez jamais quelqu'un qui, sentant qu'elle a un besoin de voir un cardiologue, s'interroge « est-ce que je vais aller à l'hôpital ou pas à l'hôpital? Est-ce que je vais passer la porte ?» Il n'y a qu'en psychiatrie, nous en sommes encore là. La stigmatisation et le manque d'information sur la santé mentale, ça va aussi jouer, ça a été évoqué pas mal tout au long de cette journée, sur l'inclusion sociale, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. En fait, une fois qu'on a mis le pied dans la partie de la psychiatrie, on est engagé dans un processus de disqualification sociale et qui se traduit dans le travail, dans le logement, dans les relations amicales, familiales, etc. Après une hospitalisation en psychiatrie, il y a un avant et un après. Un autre exemple, mon fils a pu obtenir un job coaching. Donc il fait partie quand même des happy few qui en France ont pu en avoir. C'est super, sauf que le job coach, il n'a pas non plus de baguette magique pour persuader les employeurs de prendre un jeune homme avec une schizophrénie, qui a donc une fatigabilité un peu importante qui nécessite un temps partiel. Donc c'est bien, mais cela bloque tout de même sur la réalité sociale. Enfin, le manque d'information et la stigmatisation des troubles psychiques, ça va jouer aussi sur l'attractivité de la discipline et la qualité des soins. Là encore, un extrait des entretiens qu'on a pu mener. On a besoin d'attirer et de restaurer la discipline psychiatrique. Ça, c'est très important. Il faut restaurer cette discipline. Elle est trop stigmatisée chez les soignants en elle-même. Moi, j'en ai marre que les psychiatres, les fins de classement, choisissent la psychiatrie. Et nous avons besoin de psychiatres excellents. On a aussi besoin des meilleurs. Pourquoi on n'y aurait pas droit? Et donc, malheureusement, il y a une stigmatisation au sein même de l'enseignement. Enfin, la stigmatisation et le manque d'information jouent aussi sur la considération des questions de santé mentale au niveau politique. Cela perdure parce que tout le monde s'en fout. Il y a eu plein de rapports et il y a quand même beaucoup de convergences dans tous les rapports. Mais nous savons très bien ce qu'il faudrait faire. Pourquoi rien ne bouge? Effectivement, il n'y a pas de volonté politique. Et ça, c'est clair. Donc on revient sur le nœud, c'est que tout de même, qu'il y a quand même une immense stigmatisation de ces troubles. Donc, à partir de la revue de la littérature qu'on a menée, on s'est appuyé sur un modèle notamment de l'Organisation mondiale de la santé sur des cadres de santé intégrés et centrés sur les personnes. Enfin, on s'est inspiré de ce modèle-là.
et qui incite à s'appuyer, on va dire, sur 5 stratégies qu'on va vous présenter, mais qui sont interdépendantes. Et c'est vraiment important, ça a été dit aussi ce matin, de jouer sur tous les niveaux, à la fois au niveau sociétal, au niveau individuel, au niveau macro, micro. Et donc c'est en intervenant, on va dire, sur ces 5 stratégies que les choses peuvent amener à transformer le système de santé mentale. Donc la première stratégie que je développerai, c'est impliquer la population générale. Mieux informer, lutter contre la stigmatisation au sein de la population générale. La deuxième stratégie, c'est impliquer les personnes concernées en tant que partenaires des soins et accompagnement. Ensuite, il y a impliquer les proches en tant que partenaires des soins et accompagnement également. Réorienter le système de santé mentale vers des soins et services coproduits. Et enfin, l'implication des usagers dans le fonctionnement, la définition du système de santé mentale. En agissant sur ces différents segments, les résultats attendus sont, par exemple, pour on va dire l'amélioration de l'information aux populations générales. Ça va jouer sur la promotion d'une bonne santé mentale, la prévention des troubles, l'accès à des soins plus précoces et l'inclusion sociale. Le fait d'impliquer davantage les personnes concernées et les proches dans les soins et les accompagnements, ça va amener à des meilleurs résultats cliniques, une meilleure qualité de vie, une meilleure réponse aux besoins, une satisfaction des services reçus. Le fait de réorienter le système de soins vers des services on va dire, orienté vers le rétablissement et le partenariat patient, ça permet une amélioration des pratiques, une horizontalité dans la relation soignant-soigné, une satisfaction professionnelle, une plus grande attractivité et plus de temps soignant à terme. Et enfin, le fait d'impliquer les personnes concernées et les proches au sein du fonctionnement du système de santé au niveau politique, ça permet une meilleure couverture des besoins, une amélioration de la qualité des soins et des services, une meilleure efficience et une réduction des coûts. Alors, la stratégie numéro 1, c'est donc informer, renforcer l'autonomie et impliquer la population générale. Comme on l'a vu, les attendus de cette meilleure information de la population sur la santé mentale, à la fois sur les déterminants, les facteurs de risque, les ressources mobilisables et aussi les possibilités de rétablissement et les droits des personnes, ça va avoir plusieurs impacts. À la fois de favoriser la bonne santé mentale de la population dans son ensemble par une meilleure information tout au long de la vie sur comment maintenir sa bonne santé mentale, et aussi pour les personnes vivant avec un trouble psychique. Ça peut prévenir l'apparition de troubles psychiques lorsque c'est possible. Ça peut permettre d'améliorer l'accès aux soins avec un accès plus rapide aux soins et services adaptés en réduisant le délai sans traitement ou accompagnement adapté. Ça permet de réduire la stigmatisation, la discrimination et favoriser donc l'inclusion sociale et citoyenne des personnes vivant avec un trouble psychique. Ça permet d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble psychique dans une société justement plus accueillante et inclusive. Et ça favorise l'entraide et le soutien dans la communauté et l'autonomie de la population. Donc pour réaliser on va dire, parmi les actions qui répondent à cette stratégie, elles sont nombreuses. Ça va de libérer la parole sur la santé mentale, informer et proposer des lieux, des espaces d'écoute. Donc ça passe, alors là, je passe plus vite sur cette partie-là, mais ça passe par les campagnes d'information, des sites d'information, avoir des lieux, en effet, non stigmatisés sur lesquels les personnes peuvent se renseigner, des espaces, des lignes d'écoute. Il y a pas mal de choses qui se sont développées depuis le Covid et le confinement. Et c'est vrai qu'on sent que depuis 2020-2021, il y a un début de libération de la parole sur la santé mentale, mais qu'il faut encourager, pérenniser. Il y a l'idée de promouvoir la santé mentale de la population générale et de prévenir l'émergence des troubles psychiques. Là aussi, la littérature, elle est abondante sur les actions qui ont fait leurs preuves en termes de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles psychiques, adaptées aux différents milieux, adaptées à l'école, à l'entreprise, aux personnes âgées, aux personnes socialement défavorisées. Il y a une multitude de la littérature sur le sujet, avec des actions scientifiquement prouvées, mais qui sont inégalement réparties et diffusées sur le territoire. Enfin, il y a l'idée d'intégrer l'éducation à la santé mentale tout au long de la vie, dans la formation, à la fois en milieu scolaire. La France fait partie des rares pays où l'éducation à la santé mentale ne fait pas partie du programme scolaire, comme l'éducation à la santé sexuelle, ce genre de choses, alors que ça pourrait être le cas, et c'est le cas dans de nombreux pays de l'OCDE. Il y a les formations de premiers secours en santé mentale qui contribuent à cet objectif, des ambassadeurs sentinelles en santé mentale, des formations spécifiques à certains publics. Ça peut être aussi d'intégrer, finalement, on en parlait, des bilans de santé mentale à l'école. Chez le médecin généraliste, quand on va à un rendez-vous, on nous prend notre tension, mais jamais on nous demande comment va notre santé mentale, et ça pourrait être quelque chose d'intégré pour que les gens en parlent plus facilement. Enfin voilà, il y a pas mal d'actions qui sont peu coûteuses, on va dire, pour le gouvernement, qui permettraient d'avancer sur ces questions-là.
Et on l'a vu, toute cette stratégie-là, elle vise à répondre à ce qui a été évoqué pendant toute cette journée sur la dimension plutôt sociétale pour permettre le rétablissement des personnes. La stratégie numéro 2, elle vise à soutenir le pouvoir d'agir et impliquer les personnes vivant avec un trouble psychique en tant que partenaires des soins et accompagnement. Alors, pour pouvoir être acteur et auteur de sa santé et de son parcours de santé, il faut à la fois être informé sur ce que c'est la santé mentale, sur son trouble, il faut connaître son diagnostic, il faut avoir des outils tels que la psychoéducation, il faut connaître des outils d'autogestion de sa maladie, il faut pouvoir choisir librement son praticien, ses services et ses traitements. Et ensuite, il faut avoir les moyens d'être partenaire des soins et accompagnement. Et donc, c'est là que c'est l'interaction avec les professionnels de santé qui entre en compte, avec les notions de prise de décision partagée et de réorientation du modèle de soins. Là encore, je vous lis rapidement un extrait. Le fait de ne pas être écouté en tant que personne et d'être juste des patients, on va dire consommateurs de soins, cela n'aide pas au quotidien pour l'autonomie. Des fois, certains professionnels sont un peu trop infantilisants aussi, et cela peut être problématique là-dessus. Donc il y a le processus d'annonce du diagnostic qui nous a été souvent soulevé comme quelque chose d'important. Enfin, à voir aussi si la personne souhaite ou pas connaître son diagnostic, mais si elle le souhaite, qu'elle puisse l'avoir. Et pareil, là, un extrait que je vous lis. Le retard au diagnostic peut aller jusqu'à plusieurs années. Et au-delà du retard au diagnostic, c'est comment on va annoncer le diagnostic, l'annoncer à la personne, bien sûr, et l'annoncer à son entourage. Et ça, il y a vraiment un vrai travail à faire. On fait très bien le parallèle avec la cancéro. Pendant des années, quelqu'un qui avait un cancer, on ne lui disait pas, on ne lui annonçait pas. Et donc, quelque part, la personne était finalement privée de son pouvoir d'agir. Alors pareil, entre la publication du rapport et aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. La Haute Autorité de Santé a publié en 2022 une recommandation de bonne pratique sur le processus d'annonce d'un diagnostic psychiatrique sévère. Voilà, il y a des choses qui bougent. Et après, il faut que les recommandations de bonne pratique soient diffusées sur l'ensemble du territoire. C'est un autre aspect. Dans les choses qui paraissent importantes pour que la personne puisse être véritablement auteur, actrice, partenaire de ces soins, c'est la formation à la santé, tout ce qui est psychoéducation, éducation thérapeutique du patient, qui devrait être quelque chose et qui nous a été beaucoup dit comme devant être une pratique disponible sur l'ensemble du territoire. Pour pas mal de personnes rencontrées, la psychoéducation, cela fait partie du pouvoir d'agir. Tous les patients devraient avoir de l'éducation thérapeutique, c'est dingue, c'est comme si vous aviez une fracture et qu'après vous avoir retiré le plâtre, on vous dit démerdez-vous. Donc c'est vrai que c'est proposé par plusieurs services hospitaliers, mais c'est insuffisamment répandu. Et ça devrait, selon les personnes qu'on a interrogées, à la fois intégrer des informations aussi sur les droits, les démarches, et être véritablement co-construit, co-animé par des personnes concernées. Dans les autres éléments qui sont importants à développer pour atteindre l'objectif d'être acteur de sa santé et partenaire de ses soins, c'est le soutien à l'autogestion, à l'autosupport. Donc cette pyramide de l'OMS, elle est connue, et on voit que l'autosupport, ça intervient sur la droite, quelle que soit, on va dire, la sévérité des troubles. Et c'est important d'accompagner la personne pour, comme je l'ai dit, c'est elle qui va gérer au quotidien sa maladie et ses troubles, et qu'elle soit outillée, en effet, pour gérer ses soins. Donc il y a de plus en plus d'outils qui se sont développés et qui sont disponibles dans le cadre des pratiques orientées vers le rétablissement des personnes. J'en cite quelques-uns. Voilà. Mais là aussi, il faut qu'ils soient connus, à la fois que les professionnels puissent orienter les personnes concernées vers ces outils, et l'entraide par les pairs peut jouer un rôle justement pour, on va dire, s'outiller en ces outils d'autosupport. Donc là, j'en ai montré quelques-uns, et c'est vrai qu'à l'étranger, c'est parfois même intégré sur le système, notamment en Angleterre, du NHS. On va voir qu'il y a des outils d'autosupport avec des applications numériques qui sont proposés et qui sont vraiment présentés comme des outils officiels par le ministère de la Santé. J'ai vu qu'il y avait une présentation de Mon Rétab d'abord qui sera faite dans les ateliers séjourniers. Enfin voilà, il y a des choses qui bougent aussi, mais c'est assez récent qu'on les voit se développer. Quelque chose qui nous a été beaucoup remonté aussi, c'est que pour pouvoir être acteur et partenaire de ces soins, il faut pouvoir choisir et accéder aux professionnels de santé, aux praticiens et à ces traitements. Et il y a plusieurs barrières qui ont été identifiées en psychiatrie en France. Pareil, certaines ont pu bouger depuis le moment de la rédaction de ce rapport. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous. La non-accessibilité financière de certains services ou professionnels, ça concernait essentiellement les psychologues. C'est en partie résolu, mais pas spécialement pour les personnes qui ont un trouble psychique sévère, c'est plus pour des troubles psychiques plus légers à modérés.
et la barrière forte de la sectorisation psychiatrique. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont parlé de ça en disant « Dans l'institution publique, on a rarement le choix de son psychiatre. Il est imposé par l'institution et si ça ne fonctionne pas pour X raisons, autant le psychiatre que le patient ne peut se désengager. » C'est assez problématique parce que les gens ont l'impression d'être sous contrainte du choix du psychiatre et je pense que c'est quelque chose de très pervers. Cette sectorisation, cette assignation à être suivie par toujours le même, on voit bien que cela génère des réticences à être traitées. Donc il faudrait tout de même trouver un moyen de laisser une alternative aux patients entre 2 ou 3 professionnels sur lesquels ils s'engagent par la suite. On l'a évoqué ce matin, parmi les outils nécessaires, enfin les méthodes pour être partenaire des soins, c'est la prise de décision partagée. Alors, comme on l'a dit ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de faire du rétablissement. Et pareil, je pense que beaucoup de professionnels de santé disent faire de la prise de décision partagée. Mais pour qu'elle soit réellement partagée, il faut que la personne concernée, elle soit outillée, qu'elle ait une bonne connaissance de la panoplie des soins et des services qui existent, des traitements qui existent, de leurs effets bénéfiques et secondaires. Et que sans ces éléments-là, la personne ne peut pas être véritablement partenaire et participer de manière équilibrée à la prise de décision. Voilà, par exemple, on ne peut pas être moteur de sa santé si nous ne sommes pas au courant de ce que l'on prend et pourquoi et dans quelles conditions. Et c'est notamment important dans le sens où là, je pense à un certain nombre d'effets secondaires qui sont sous-estimés par beaucoup de soignants. Le plus classique, c'est la prise de poids. Une personne qui déjà ne va pas bien, qui en plus va prendre 10, 20, 30 kilos, donc c'est une grosse modification physique, cela ne va pas du tout dans le sens du rétablissement. Et c'est ça, il faut avoir plus de discussions au niveau du traitement, de l'intérêt des médicaments, donc bien écouter la personne, bien écouter son ressenti et réajuster aussi les doses. Il faut déjà, dans un premier temps, que la personne trouve un médecin qui va être d'accord pour l'accompagner dans cette démarche. Donc là encore, la littérature montre que dans le champ de la psychiatrie ou de la santé mentale, la prise de décision partagée, elle est moins répandue que dans les autres disciplines médicales. Et ça nécessite que les professionnels et les usagers aient le temps, l'information et les outils pour la mettre en place. Et pour mettre en place véritablement la prise de décision partagée, il y a des outils qui existent ou qui se développent, des outils de soutien à la prise de décision, notamment via les plans de suivi individualisés, les services type Mon Suivi Psy, qui est devenu le jardin mental, des applications, le fait de faire intervenir une personne de confiance, un père aidant, pour soutenir la personne dans la prise de décision partagée, les dispositifs type plan de crise conjoint ou directives anticipées en psychiatrie peuvent être des outils facilitant la prise de décision partagée. Là, pareil, je vous avais mis des exemples à l'étranger ou en France qui permettent d'être mieux informés, enfin que la personne soit mieux informée sur les choix qu'elle puisse faire et sur la façon d'appréhender son rendez-vous avec un professionnel de santé. La troisième stratégie, elle concerne les proches. C'est pour ça que par rapport au terme de personnes concernées et usagers, usagers pour nous implique, on va dire, les personnes concernées et les proches, donc la différence entre les deux notions. Donc, dans les stratégies importantes, c'est donc l'implication des proches. Parmi les services à rendre aux proches qui nous ont été remontés par rapport aux entretiens qu'on a faits, c'est à la fois une éducation et une information sur la santé mentale, les traitements et les ressources disponibles, finalement à l'instar de la population générale. Lors des premières recherches d'aide, c'est que finalement la personne, quand elle voit son proche aller mal, comme la population générale, si elle ne connaît pas du tout les dispositifs existants, elle ne va pas savoir où taper à la porte et elle va avoir les mêmes images négatives que l'ensemble de la population. Donc c'est là où c'est un peu ça, les différents points se relient en informant mieux la population générale sur la santé mentale. Ça facilite aussi le jour où une personne voit son proche concerné par le trouble psychique. C'est aussi, une fois que la maladie a été dépistée par des professionnels, une éducation et une formation plus poussée et spécifique afin d'aider les proches à aider la personne concernée tout en préservant ses capacités. C'est aussi une écoute de la part des professionnels et une reconnaissance en tant que partenaire des soins. On a eu beaucoup d'entretiens où les proches nous racontaient comment ils ont été exclus du dispositif et non considérés par les professionnels de santé. C'est aussi un soutien via des groupes d'entraide, des associations, des solutions de répit qui peuvent être proposées. Donc, concernant la psychoéducation ou la formation à la santé des aidants, il y a pas mal d'interventions qui existent et qui ont fait leurs preuves là aussi sur l'amélioration de la qualité de vie à la fois des personnes concernées, des proches, mais aussi la réduction de l'hospitalisation. Et il y a différents programmes qui existent en France qui ne sont pas pareils, disponibles sur l'ensemble du territoire et qui vont être plus ou moins intensifs, on va dire, comme Profamille, qui demande un investissement sur un temps long avec une plus grande disponibilité des personnes, avec des programmes plus courts, peut-être plus adaptés à la disponibilité des proches. Mais là encore, ils ne sont pas connus, les professionnels n'informent pas obligatoirement les familles de l'existence de ces dispositifs. Ça ne marche plus. Si.
Donc là, pareil, quelques extraits sur le fait que les proches ne se sont pas sentis considérés par les professionnels de santé qui sont concernés. Donc il n'y a jamais eu de communication, comme si nous étions l'ennemi. Sous prétexte de secret médical, c'était le secret tout court. Et ça n'aide personne. Un autre proche, en tant que mère, j'ai été plutôt en cause que soutenue, alors qu'au quotidien et depuis tant d'années, je suis là encore et encore. Les médecins, quel que soit leur savoir et leurs réelles compétences, ne peuvent à ce point ignorer les familles. Un autre extrait. Il y a une très grande difficulté à entrer en contact, à pouvoir dialoguer, faire part de nos observations, de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, auprès de l'équipe médicale qui suit le malade. Les familles sont absolument conscientes de ce qui se passe entre le psychiatre et le malade et ne les regardent pas. Elles sont conscientes qu'il y a un secret médical et qu'elles n'ont pas à intervenir. Mais elles ne peuvent même pas faire part d'observations banales ou d'inquiétudes ou de ce qui peut être arrivé. On se sent toujours déplacé, on vous fait comprendre que l'on n'a pas à intervenir. Donc c'est là où il y a vraiment quelque chose à faire aussi au niveau de la posture des professionnels et par rapport à l'entente des besoins des familles. Là encore, il y a des dispositifs qui existent et qui ont été développés, notamment l'UNAFAM dans son baromètre ou sur son site, sur l'Observatoire des bonnes pratiques, a repéré des endroits avec justement des services qui impliquent véritablement les proches et les familles dans l'approche des personnes concernées. On en cite quelques exemples. Dans les autres formes d'entraide pour les proches, ce qui est préconisé, c'est en effet leur soutien. Il y a de la pérédance familiale, des lieux de répit, donc des groupes de parole, des ateliers d'entraide qui sont proposés notamment par les associations d'usagers, des lieux d'accueil, des espaces aidants. On nous a cité des exemples en Suisse. Voilà, différents dispositifs en gros d'entraide et d'écoute auprès des proches, des solutions temporaires de répit. Donc, comme je dis, c'est vraiment important de travailler ces 5 stratégies en même temps. La 4e stratégie, c'est réorienter le modèle de soins en santé mentale vers des soins et services coproduits. Donc c'est là où on se tourne du côté, on va dire, des professionnels de santé. Ça passe notamment par, comme on l'a dit, c'est un peu changer l'objectif du système de soins et des soins, qui ne sont plus de viser en effet la seule rémission clinique, mais de soutenir l'autonomie de la personne et l'accès à une vie active et sociale choisie par la personne. Et donc le soin doit arriver en soutien de cette vie sociale et active, et ce n'est pas à la vie de la personne de s'adapter à ces soins. Donc c'est vrai que dans le champ de la santé mentale, aujourd'hui, ça se traduit fortement par l'orientation du modèle de soins vers le rétablissement des personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de réformes du système de santé mentale à l'étranger, qui est affiché vraiment orientation des soins vers le rétablissement. Alors qu'en France, c'est un peu plus timide, on va dire, dans ce champ-là. Ça passe par une approche biopsychosociale des ressources et des besoins de la personne. Dans tous les entretiens qu'on a eus, on a vu aussi que c'est vrai que finalement, les services à rendre ou aujourd'hui non satisfaits pour les personnes concernées, souvent, elles ne relèvent pas du soin pur. C'est plutôt l'amont, l'aval, l'accompagnement, mais ce n'est pas au niveau du soin qu'il y a des manques forts qui nous ont été remontés. C'est privilégier les soins et les services ambulatoires, le soutien au domicile des personnes, reconnaître et mieux couvrir les besoins d'accompagnement et mettre en place les conditions d'exercice à la citoyenneté. Donc sur le rétablissement, on a eu une très excellente présentation ce matin par Juliette Vaillant et Marie Koenig, donc je n'y reviendrai pas. Comme je l'ai dit, penser un système de santé mentale orienté vers le rétablissement, ça modifie la cible du système de santé qui doit venir soutenir l'objectif de vie de la personne. Et ça modifie aussi la nature des liens entre professionnels et usagers, avec plus d'horizontalité. Et le fait pour le professionnel, en effet, de changer de posture en disant « je suis un partenaire des soins et je viens soutenir ton projet de vie et non imposer un projet de soins à ton projet de vie. » En France, en effet, le modèle du rétablissement, il a été inscrit dans une circulaire en 2019, je crois. Et c'est pas pour ça que c'est réparti partout. Après, je me dis que c'est comme finalement la sectorisation dans les années 60. C'était pas la majorité des psychiatres qui étaient convaincus par l'intérêt de la politique de sectorisation. Donc aujourd'hui, si le rétablissement fait débat au sein de la profession, je me dis que ça fait partie d'une évolution quand un terme comme ça commence à se diffuser et des fois les textes précèdent la mise en place sur le terrain. Donc voilà, la réhabilitation qui aujourd'hui est passée dans une circulaire de 2019 dont nous avons prouvé tous les bienfaits, elle est encore très inégalement distribuée, mise en œuvre et même, je dirais, pas toujours considérée par l'ensemble des praticiens comme quelque chose qui peut aider. Donc ça s'appuie sur toute une gamme d'outils de balai, comme ça a été évoqué ce matin, comme les soins de réhabilitation psychosociale, le logement et l'emploi accompagné, des activités physiques adaptées. Voilà, il y a pas mal d'outils qui vont soutenir ces approches orientées vers le rétablissement des personnes. L'approche biopsychosociale des ressources et des besoins des personnes, c'est vrai qu'elle a été beaucoup évoquée par les personnes rencontrées, dans le sens où
En effet, leur projet de vie, il dépasse leur projet de soins. Lorsqu'il y a une hospitalisation, ce serait très très important de mener en même temps qu'un bilan psychiatrique, un bilan somatique. Aujourd'hui, c'est à peu près fait, mais en même temps, de mener un bilan social. Quelles sont les conséquences sociales des troubles sur la personne? Et du coup, de quoi a-t-elle besoin pour retourner chez elle et vivre une vie décente? Et retourner chez elle, avec, s'il y a un handicap, avoir cette compensation du handicap. Ça va être un SAVS, un SAMSA, peut-être un job coach si c'est quelqu'un qui est dans l'emploi. Cela peut être quelqu'un qui va l'accompagner dans son logement pour qu'elle ait une vie décente dans ce logement. Ce bilan social devrait être mené de manière systématique lorsqu'une personne est hospitalisée. J'ai une belle-sœur qui a fait un AVC, par exemple, très important. Dans le cadre de son AVC, elle a effectivement eu tout ce qui est le sanitaire, le soin, mais on a mis en place très vite un bilan social. Où vit-elle? Est-ce qu'elle a quelqu'un? Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle ne vit pas seule? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un travail? Quelles sont ses ressources? A-t-elle besoin d'être aidée dans l'accès à ses droits? Finalement, ces bilans sanitaires au sens psychologique, somatique et social vont permettre d'identifier quels sont les besoins de la personne et quel type finalement de case manager faut-il mettre en place auprès d'elle et auprès de sa famille pour que la famille ne se retrouve pas finalement à être le seul acteur qui va devoir conduire son proche au CMC, remplir le dossier MDPH, faire une demande de RQTH. Alors c'est vrai que tout au long de nos entretiens, on a aussi vu beaucoup de comparaisons avec ce qui se passe dans le champ de la médecine, chirurgie obstétrique et on va dire, de l'inégalité de traitement des personnes qui ont un trouble psychique par rapport aux autres maladies somatiques. Il y a aussi quelque chose qui a été beaucoup demandé comme service à rendre aux personnes, c'est en effet de privilégier les soins et services ambulatoires, le soutien au domicile des personnes. Alors c'est quelque chose qui en effet est appelé, même depuis la sectorisation, là les verts, voilà, mais ça, pareil, c'est inégalement réparti sur le territoire. La démographie, en effet, médicale ne permet pas toujours de mettre ces dispositifs en place, mais c'est quelque chose qui est très important pour les personnes. Je pense qu'il faut un maximum développer l'ambulatoire, c'est-à-dire que les gens restent le plus possible chez eux, faire des interventions chez eux, que les médecins soient des médecins nomades. Il faut que la médecine aille vers le patient et non pas les patients vers la médecine. Donc c'est voilà, la mobilité des équipes au quotidien et en intervention de crise, avec un soutien plus ou moins intensif au domicile, est fortement réclamée par les personnes concernées, comme pour soutenir leur autonomie et l'accès à une vie active et sociale et choisie. Enfin, ce qui ressort aussi beaucoup de nos entretiens, c'était le fait de pouvoir mettre en place les conditions qui permettent un plein exercice de la citoyenneté. Ça passait notamment par quelque chose qui est remonté par plusieurs, soit représentants associatifs, soit personnes concernées, c'est le soutien à l'exercice de la parentalité, pour lesquels il y a peu de dispositifs qui ont été identifiés, en tout cas auprès des personnes qu'on a rencontrées, même s'il y a une PCH parentalité qui a été publiée récemment. Le soutien à la scolarité et aux études, avec là aussi peut-être, on va dire, moins de dispositifs identifiés par rapport à ce qui peut être fait dans le logement ou dans le soutien à l'emploi. Mais en effet, ensuite, l'accès et le maintien dans un logement, l'accès et le soutien dans l'emploi, comme des choses qui permettent véritablement de vivre une vie choisie et épanouie. Donc là aussi, les choses ont évolué entre la publication du rapport et notamment grâce à l'action de Santé Mentale France sur l'extension, l'élargissement de l'accès à l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap aux personnes en situation de handicap psychique en 2021. Alors, quelque chose qui est un peu transversal à notre étude, c'est finalement le rôle de la pérédance qui apparaît jouer à différents niveaux. À la fois, j'ai envie de dire, au sein des actions de la stratégie 1 sur l'information de la population générale, puisque finalement, c'est les stratégies de contact qui permettent le mieux de lutter contre la stigmatisation. À la fois, on l'a vu pour favoriser l'inclusion sociale, notamment à travers les groupes d'entraide mutuelle, mais aussi dans le cadre du parcours de soins pour aider à la décision médicale partagée, pour aider à diffuser les outils d'autosupport. Donc finalement, la pérédance en santé mentale, elle apparaît comme quelque chose qui va avoir des impacts à de nombreux niveaux. Alors il y a plusieurs formes de pérédance qui existent. Ça passe par les groupes d'entraide mutuelle, des groupes de parole des associations d'usagers, les réseaux d'entente de voix, des groupes de discussion ou d'entraide sur les réseaux sociaux, le centre de formation au rétablissement type COFOR, la maison perchée, l'intégration de pairs aidants professionnels dans les équipes de soins et d'accompagnement. En gros, là, je ne fais pas de catégorisation de ces différents groupes, modes d'entraide, mais en tout cas, ils ont tous vraiment un impact fort et ils participent vraiment à réaliser ces stratégies d'implication et de partenariat en santé mentale. C'est à la fois un facteur de lien social et d'inclusion sociale. Pareil, ça a été évoqué ce matin à travers les GEM et notamment la présentation de Nathalie Aoustin, je crois. C'est un outil de soutien au rétablissement, de partage d'expériences, de stratégie, d'espoir. Je ne sais pas si
Vous n'avez pas le temps de lire si je ne les lis pas. Les espaces de partage d'expérience et de confrontation entre pairs malades en rétablissement, qui sont donc autant de moments d'identification, de découverte et d'expérience à se réapproprier, de mise en lumière pas toujours confortable mais nécessaire pour sortir durablement de la posture victimaire souvent caractéristique. Encore faut-il savoir où trouver ces groupes de soutien qui étayent le processus de rétablissement au long cours. Ce peut être le rôle des structures d'accompagnement, via les pairs médiateurs par exemple, de savoir relayer les informations concernant ces groupes. Et c'est vrai que ce qui nous a été remonté, c'est qu'en effet, les personnes ont rarement été informées par le professionnel de santé qui les suit de l'existence de groupes d'entraide, et c'est quelque chose qui est à diffuser. La paire-aidance, c'est aussi un moyen, ça a été évoqué un petit peu, de changer le regard et les pratiques des professionnels, en effet, à l'intérieur des institutions, pour reprendre les thèmes discutés ce matin, et de lutter contre la stigmatisation. La paire-aidance, elle aide à changer le regard de tous, y compris des professionnels. Et je vais vous faire une confidence, je pense que la paire-aidance peut aider non seulement les patients et les proches, mais les professionnels. Je pense que beaucoup de professionnels ne sont pas très à l'aise, sont déstabilisés eux-mêmes, voire en dépression eux-mêmes. C'est très difficile d'accompagner des publics qui sont dans la difficulté en permanence. Donc là aussi, pour renforcer et soutenir la paire-aidance, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui est inscrit dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Ça passe par le soutien des associations, des groupes d'entraide, les faire connaître aux personnes concernées, aux proches. Ça passe par la paire-aidance professionnelle à développer, alors qui se développe, mais là, pareil, c'est quelques services sur le territoire national, c'est pas encore, on va dire, installé partout. Et pareil, il faut que ce soit, c'est pas en recrutant un paire-aidant dans un service qui n'est pas préparé que ça va changer les pratiques et que le paire-aidant va trouver sa place. Donc c'est important de préparer l'accueil du paire-aidant professionnel dans un service de santé. Il y a des choses qui se font dans certains endroits et c'est à soutenir également. Ça nécessite en effet un accompagnement et une formation des professionnels et de la structure d'accueil. Par rapport au paire-aidant, pareil, c'est une situation, enfin c'est un nouveau métier qui explore et qui se heurte à des difficultés aussi. Donc c'est important qu'il y ait un soutien psychologique entre paire-aidants qui évite l'isolement dans un service isolé, qu'il y ait des échanges, des intervisions et des communautés de pratique de pairs aidants. Alors ça existe sur certains territoires. Et il y a en effet plusieurs formules qui existent aujourd'hui. La personne peut être salariée d'une structure ou salariée d'une structure associative et être mise à disposition dans différents établissements. Voilà, c'est quelque chose qui est promu par le ministère de la Santé aujourd'hui. La dernière stratégie, elle est plus au niveau macro, ce que je dirais, c'est d'impliquer, et ça a été dit aussi ce matin, les personnes concernées et les proches dans le fonctionnement, la définition du système de santé mentale à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut, pour finalement modifier l'approche des soins en santé mentale vers un véritable partenariat avec les personnes concernées et les proches, il faut impliquer les personnes vraiment à tous les niveaux, à la fois au niveau de la gouvernance participative et passer d'une représentation des associations d'usagers dans différentes commissions à une véritable co-construction, et on n'est pas encore là dans beaucoup d'endroits en France. C'est impliquer les personnes dans l'évaluation de la qualité du système et des services de santé. Alors il y a des choses qui se développent avec notamment le centre collaborateur OMS et l'outil du Quality Rights. C'est impliquer les usagers, les personnes concernées, les services de mental dans la formation des professionnels de la santé et du social. C'est impliquer aussi les usagers des services de santé mentale dans la recherche. C'est vraiment important qu'il y ait cette implication à tous les niveaux et une réelle implication et pas simplement une consultation de ces personnes. Donc là, pareil, c'est un schéma qui montre un peu les différents niveaux de continuum de l'engagement de patients et qui vont se jouer à différents niveaux, depuis les soins directs au niveau micro jusqu'à la recherche, en passant par l'enseignement, l'élaboration des politiques, le fonctionnement des services de santé, avec l'idée que le niveau d'engagement des personnes il peut être plus ou moins important, depuis la simple information, la consultation, la collaboration et le véritable partenariat. Et pour aller vers un véritable partenariat, ça prend du temps. C'est une co-construction qui se fait petit à petit, comme on l'a évoqué sur les PTSM ce matin. Par exemple, les diagnostics territoriaux partagés en santé mentale ont été l'occasion peut-être de faire connaissance entre différents partenaires sur un territoire, impliquant les associations d'usagers et les proches. Mais après, il faut du temps pour véritablement construire des projets ensemble et aller vers un véritable partenariat. Mais c'est ça qui permet d'aboutir véritablement à une modification des pratiques et une transformation du système de santé mentale. Donc pour renverser la gouvernance participative, alors là pareil, c'est un extrait d'une personne concernée, représentant associatif, que je trouvais assez parlante. En France, on parle souvent de la personne au centre du dispositif. Malheureusement, elle est souvent sur le côté, mais pas dans le centre du dispositif.
Quand vous arrivez avec une camisole chimique à 10 h le matin autour d'une commission, que ce soit un conseil d'administration de l'hôpital ou un truc comme ça, pour être dans le cadre de la loi de 2002 de la représentation des usagers, vous arrivez à 10 h, vous avez en face de vous le psychiatre, le directeur d'établissement, le conseiller général du coin, enfin tout ce grand monde. Et vous êtes là, vous arrivez effectivement, et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à vous stimuler, pour que vous ne soyez pas une potiche, c'est très très difficile. On nous maltraite, on en est carrément là. Et en plus, il faut faire sa place. Déjà, vous voyez, c'est vachement dur d'arriver parce qu'on est en face de techniciens, de gens qui ont le savoir. Et nous, aujourd'hui, nos associations, on a des difficultés à répondre. On est sans arrêt sollicités pour représenter les usagers. Après, il faut sensibiliser les professionnels qui siègent dans cette commission, de pouvoir faire attention à solliciter la parole de la personne quand elle peut la prendre. Parce que vous savez bien comment cela se passe. On est dans une réunion où il y a beaucoup d'ego et chacun parle de son truc. Et la personne, elle est là en tant qu'experte, mais elle est de l'autre côté de la barrière et elle a du mal à faire son trou. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ayant participé à des commissions où les usagers sont invités ont pu percevoir. Pourtant, c'est vrai qu'en France, il y a de nombreux lieux, des instances de représentation qui existent. Les usagers peuvent être représentés à différents niveaux, au sein des établissements, au niveau national. Mais malgré ça, c'est plus en effet une consultation des personnes qui est faite qu'une réelle participation. Et oui, avec pareil, la nécessité de l'importance de distinguer la participation des personnes concernées et des proches. Enfin, pour nous, c'est vraiment des regards et des expériences qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas superposables. Et c'est important, parce que dans beaucoup de territoires, on a souvent des représentants de famille, mais les représentants des personnes concernées sont plus difficiles à trouver. Et il faut vraiment se donner les moyens d'avoir cette représentation-là, en plus de la représentation des familles. Ce sont deux voies complémentaires qui sont importantes, et l'une ne peut pas remplacer l'autre. Alors, il y a de nombreux guides éléments nationaux qui sont disponibles et qui montrent des exemples pour favoriser la réelle participation des personnes, qui sont à la fois, c'est dès le départ, il faut qu'il y ait un intérêt pour les personnes de participer. Avec le fait qu'on invite la personne à participer, c'est qu'il y aura un véritable impact sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes concernées. Si c'est pour l'inviter à participer à une réunion dans laquelle elle ne verra pas l'impact, ça ne va pas la motiver à participer. C'est favoriser le nombre de personnes concernées, finalement, pour répondre à, on va dire, pour rééquilibrer les paroles des personnes au sein d'un comité. Comme le disait dans l'exemple qu'on a cité, s'il y a le directeur d'établissement, les psychiatres, les représentants des différents syndicats, tel et tel décideur, une seule personne concernée et un proche face à tout ce beau monde, comme il disait, ce n'est pas évident. Donc pour favoriser la personne, c'est à la fois en nombre, en formation des professionnels ou des structures d'accueil qui invitent ces personnes à participer. Ça peut passer par un financement de la participation. Enfin bref, il y a pas mal de guides et de ressources qui existent qui ont montré comment améliorer la participation des personnes, que ce soit dans les conseils de locaux de santé mentale. L'exemple du PTSM du Rhône qui sera discuté demain, je trouve que c'est un bon exemple qui est allé chercher véritablement la voix des personnes concernées pour co-construire ce projet territorial. Enfin voilà, il y a des choses qui existent, pareil, et qui ne sont pas si compliquées à appliquer. Voilà, là c'est un professionnel de santé qui parle, mais je trouvais ça intéressant. Il faut que cela ait des conséquences à l'arrivée, sinon ça ne sert à rien. Les usagers viendront une fois, mais pas deux. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. S'ils participent, c'est pour qu'il y ait des résultats, c'est pour qu'on les écoute et qu'ils soient jusqu'au bout intégrés. Et pour ça, il faut les payer, c'est clair. Tu ne peux pas demander à des personnes de travailler sans être payées. C'est un travail. Et leur permettre d'être là, ça va changer tout le système. Pour l'instant, les pouvoirs publics poussent, c'est très bien. Je pense que les gens incluent les personnes concernées, mais en ne sachant pas très bien pourquoi ils sont sollicités. Il y a un gros travail de formation des personnes qui sollicitent ces personnes-là pour savoir exactement ce qui pourrait en être attendu. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas incarné du tout par les personnes qui sollicitent les usagers, parce qu'il devient très, très, très politiquement incorrect de dire que l'on n'y croit pas. Mais le fonctionnement, les gens ne savent pas comment les mobiliser et ne croient pas encore complètement à ce que cela pourrait apporter. Quand les gens auront été formés par des personnes qui incarnent leur établissement, quand ils seront formés à ce que sont la relation partenariale dans le soin, quand ils seront formés à ce que sont les savoirs expérientiels, quand ils seront formés à ce pourquoi les savoirs expérientiels peuvent être mobilisés, etc., alors je pense que les gens arriveront à incarner davantage l'engagement et le partenariat des usagers. Il faut effectivement travailler la façon dont les personnes sont recrutées, sont sélectionnées, la façon dont on leur explique ce qui est attendu de leur participation. Voilà. Enfin, dans les enjeux qui sont importants pour favoriser ce partenariat, pour véritablement y arriver, c'est des enjeux de formation des professionnels de santé, des professionnels de l'accompagnement, puisqu'il y a en effet tout ce changement de posture qui a été évoqué, et il faut agir sur la formation. Alors, ça peut passer par l'intervention de personnes concernées dans la formation des professionnels de santé, ça a été cité.
Mais c'est vraiment un des nerfs de la guerre, comme le dit une des personnes citées. Donc j'avais repéré notamment au Royaume-Uni un guide à destination des psychiatres sur les approches personnes centrées et les implications pour la formation en psychiatrie, qui montre comment on intègre dans la formation des médecins les développements de compétences sur le partenariat avec les personnes et les soins centrés sur la personne, des compétences spécifiques sur les pratiques orientées vers le rétablissement, et en effet donc l'intégration des personnes et des proches dans la formation des professionnels. Pour conclure, donc, transformer le système de santé mentale vers une approche population centrée et partenariale en santé mentale, c'est un programme ambitieux qui est systémique. C'est vraiment important d'agir sur l'ensemble de ces stratégies, mais nécessaire. Il y a un contexte en partie favorable à un engagement politique fort, plus fort on va dire, sur la thématique, une prise de conscience collective, notamment suite au Covid, un début de libération de la parole sur la santé mentale, avec une situation démographique professionnelle qui est préoccupante et ne facilite pas ces changements. Mais pour moi, enfin pour nous, l'implication des personnes concernées et des proches à tous les niveaux est un levier puissant de transformation. On l'a vu même dans la rédaction de ce rapport au sein du HCAM. Donc vous pouvez trouver le rapport en ligne. Et là, c'était pour montrer que dans le cadre de ces journées, il y a de nombreux ateliers qui montrent comment on peut, on va dire, participer à ces différentes stratégies et avec des actions plus concrètes que ce que je vous ai présenté. Merci. Merci infiniment Magali. Je crois que là, il y a une feuille de route pour tous les managers. Vous pouvez venir vous asseoir à côté de nous. Il y a une feuille de route pour tous les managers sur la transformation de nos dispositifs. Là, c'est la directrice qui parle, parce que ça donne envie, du coup. Il y a du boulot. Je vais, peut-être avant d'appeler les autres intervenants de la prochaine table ronde, laisser la parole à Philippe, qui voulait dire quand même 2 mots sur sa participation à ces travaux. Oui, merci beaucoup Magali, merci beaucoup pour la qualité de ce travail, pour cette vision extrêmement large, pour avoir interviewé des personnes concernées par le sujet au sens le plus large possible. Ce fut pour moi un réel plaisir que de travailler avec toi, une chance. J'en étais vraiment très, très heureux, j'ai beaucoup appris. Et je suis fier du fait d'avoir collaboré humblement à ce travail de grande qualité. Tu es une immense chercheuse, je dirais, si j'ose, tu es la Baptiste Gaudry française des chercheuses du champ de la santé mentale, et ça a été vraiment un privilège que de travailler avec toi. Je vous encourage à lire ce rapport qui est d'une richesse incomparable. Il faut prendre le temps de le lire. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de produire un résumé. C'est le talon d'Achille de ce travail, mais vraiment lisez-le. C'est source de la direction vers laquelle nous devons tendre pour améliorer les institutions et puis tout ce que l'on peut faire pour encourager le mieux-être et une société plus inclusive et proposer un projet de vie à tous et sortir, j'allais dire, de différentes formes de condamnation. Il y a des solutions qui existent et beaucoup figurent dans ce merveilleux rapport. Merci Magali. Merci à tous les deux.